Tenu à saluer l'initiative d'une compatriote habitant le quartier Ondogo pour son acte de générosité à l'endroit de certaines familles impactées. À cet effet, il a prévu de lui témoigner personnellement la reconnaissance de la patrie. Nous venons de regarder cet élément de nos confrères de Gabon 24, M. Juste Dengue. Les réactions du président de la République ont été attendues pendant plusieurs jours parce qu'il est resté dans le silence. D'ici et là, nous avons entendu des réactions comme le 12, c'est le 12, mais après le 12, c'est autre chose. Ça a rythmé, bien évidemment, l'actualité sur les réseaux sociaux. Et là, on rentre dans les premières réactions du chef de l'État. La première, notamment, c'est le démarrage immédiat des travaux de construction du boulevard de la Transition, mais aussi de la cité administrative, pour ne plus permettre aux populations de venir occuper ces lieux qui ont été, bien évidemment, terrassés. Alors, que vous inspire donc cette première décision du chef de l'État? Alors, pour moi, j'ai déjà que cette décision arrive tard. Elle arrive tard parce que, vous savez, au Gabon, le Gabonais vit dans l'émotion. Il faut comprendre une chose. Je pense que cette sortie du président de la République, je voudrais dire comme ça, c'est un médecin après la mort, comme on le dit souvent. Parce que je pense qu'on aurait peut-être pu éviter ce chaos. Vous comprenez? Déguerpir les populations, c'est bien. Construire, c'est bien. Comme je vous disais toutefois la dernière fois, que avant de construire Libreville 2, il faut aménager Libreville 1. Mais comment aménager Libreville 1? Pour aménager Libreville 1, il faudrait travailler. Il faudrait mettre des choses en place pour que nous ayons une ville plus propre, plus saine et plus moderne. Parce que le président a un slogan, il dit « Je suis un bâtisseur ». Très bien. Et lorsqu'on parle de bâtir, c'est de construire, c'est de développer, c'est innover. Et vous comprenez qu'à travers cette thématique-là aujourd'hui, les populations gabonaises, donc par rapport aux commentaires qui sont sur les réseaux sociaux, que nous lisons tous, le 12 c'est le 12. C'est bon. C'est une manière aujourd'hui des populations de désavouer l'homme qu'ils ont choisi. Vous comprenez? Parce qu'ils ont vécu une situation. Je pense qu'il y aurait eu peut-être une manière de dire à ces populations-là, nous sommes en train d'arriver, vous deviez partir sur le temps. Certains pour vous, vous avez eu de l'argent. Certains d'entre vous ont été indemnisés. C'est le temps de libérer le temps. Mais avec les examens des enfants que vous avez dans vos maisons, j'ai cité ici le BPC, le bac, le CEP, on vous donne un délai peut-être de 2 à 3 semaines. Que lorsque ces enfants terminent leurs examens, nous venons détruire. Et là, l'État serait plus mieux s'organiser en allant sur place avec les membres du ministère de l'Habitat, aller déjà recenser ceux-là qui avaient des titres fonciers, de demander, vous avez un titre foncier, vous serez peut-être relogé ici. Vous qui n'avez pas de titre foncier, on sous-entend que vous êtes là de manière illégale. Très bien. Donc nous allons venir vous casser. Et je pense que ça n'aurait pas fait autant couler de salive dans ce que nous constatons aujourd'hui. Après, le président, c'est l'autorité. C'est le chef de l'État. Et comme on le dit si bien dans nos propos, la terre appartient ici au Gabon à l'État. L'État est responsable des terres. Donc, si l'État aussi a agi, c'est parce qu'elle s'est dit, c'était le moment pour eux aussi de partir. Mais la manière dont l'État s'est pris, je pense que elle n'était pas bien. Est-ce que donc là, c'est une manière de nous faire comprendre que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a failli à une de ses missions premières qu'il s'est donnée, de notamment redonner la dignité à tous les Gabonais? Est-ce qu'en cet acte-là, il a failli à cette mission? Mais bien sûr. Ce n'est pas une question à poser, M. Teddy. Vous comprenez que là, il y a des Gabonais qui ont dormi 2 jours ou 3 jours dans les rues du boulevard. Vous comprenez? Il y a ces compatriotes parce qu'ils ne savaient même pas où aller. On vous casse. Faut chercher des solutions. Vous avez des enfants. Vous partez où? Mais est-ce que finalement ces populations aussi ne sont pas l'auteur de leur propre malheur? Parce qu'en réalité, le chef de l'État a fait, au regard de la vidéo qu'on venait de voir, l'élément reportage, le chef de l'État a effectué une visite inopinée dont il ne s'attendait pas. Et sur les lieux, il n'a vu que
des personnes, des jeunes hommes qui ont été mobilisés pour garder certains biens autour, mais les personnes déguerpiées n'étaient pas là. Donc, est-ce que là, au fond, ces personnes n'avaient pas déjà des logements derrière et occupaient donc cet espace public de façon inappropriée? Alors, déjà pour répondre à votre question, c'est vrai, la visite est inopinée du président de la République pour faire le constat de ce qui s'est passé. Je pense que les populations, puisqu'ils ont eu depuis 3 jours ou 4 jours, ces populations dormaient à la Belle Étoile. Vous comprenez? Oui. Et peut-être qu'il y a des amis, il y a des parents. Vous vous souvenez, la dame de Nzayon qui a pris à sa charge une famille, qu'elle a relogée. D'autres sont peut-être allés chez les voisins, chez les tantes, chez les cousins. Essayer moins de pallier au problème d'enfants qui passaient les examens. Parce que le problème a été celui des examens. Que les enfants passent. Et là, nous sommes en période de BPC. Donc, il faut comprendre qu'ils se sont débrouillés comme ils pouvaient pour peut-être partir quelque part. Et le matériel est resté. Vous dites bien, il a fait un constat. Mais il y avait toujours les enfants qui étaient là pour garder le matériel. C'est pour vous dire qu'ils ont laissé ça là parce qu'ils n'avaient pas d'entrée où mettre ce matériel-là. Donc, ils étaient peut-être obligés d'aller chez un cousin, une cousine, une grand-mère. Le temps pour eux de trouver peut-être une véritable solution. Et je pense que la visite du président sur ces lieux font bonne face parce qu'il aura peut-être une idée de dire que ces gens-là sont partis où, puisque leurs affaires sont toujours là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de pouvoir les loger quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas le pouvoir de les rappeler pour mieux organiser cela afin que ces populations puissent être mieux logées par l'État? Bon, dans votre analyse, nous comprenons donc que les torts sont partagés ici? Bien sûr, les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Partagés déjà, premièrement, par, je vais dire, s'il faut aller de manière plus profonde et plus pertinente, je dirais que l'État a une part de responsabilité. L'État a une part de responsabilité, les populations aussi ont une part de responsabilité. Donc la communication de l'État face à cette opération de déguerpissement n'a pas été à la hauteur? Bien sûr, la communication n'a pas été à la hauteur, il faut le dire, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Parce que vous allez vous rendre à l'évidence aujourd'hui que Monsieur Teddy, votre présentateur, tout de suite vous arrivez sur un plateau, vous n'êtes pas préparé pour votre rédaction. On vous dit voilà ce que vous allez présenter. Est-ce que vous pensez que vous allez être pertinent sur le plateau alors que vous n'avez pas encore fait une étude de ce que vous deviez lire? Il faut un minimum de préparation. Justement, il fallait préparer les populations à partir. Mais toutefois, le ministre des Travaux publics, lors de sa descente sur le terrain, a garanti qu'il y a eu des périodes de sensibilisation. Après, quand on parle des périodes de sensibilisation, c'est bien. Mais est-ce qu'il y avait un délai? De dire à ces gens que vous avez un délai peut-être de 2 jours ou 3 jours, parce que les populations ont été surpris par rapport à la casse, parce que d'autres qui se réveillent le matin, ils se retrouvent un bon matin entre les casses chez le voisin, que vous devez libérer les lieux. Donc du coup, là, instantanément, je n'ai pas de force, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, autre propos aussi soutenu par le ministre des Travaux publics, c'est que les populations vivant derrière l'Assemblée nationale et vivant à pleine Oreti et touchant aussi même derrière l'ambassade de Chine, ces populations ont été dédommagées, pour ne pas dire indemnisées. Est-ce que le fait d'avoir déjà reçu ce dédommagement n'est pas déjà une date délimitée? Alors, si vous dites peut-être une date de départ, je dirais non. Pourquoi? Tout simplement, il y a 2 volets. Vous comprenez? Lorsqu'on indemnise quelqu'un, on vous demande de partir, on vous donne un temps. Monsieur, vous avez reçu votre enveloppe, vous avez 2 semaines pour libérer le lieu. Si dans les 2 semaines, vous ne libérez pas le lieu, nous allons casser. Et là, vous faites une communication publique où tout le monde est informé. Et pourtant, on le fait si bien ici au Gabon. Lorsqu'il y a un événement, des particuliers bien par l'État, on communique. Monsieur, et ce communiqué est soumis et déposé au grand journal. Pour approuver en disant l'État ou bien le ministre de l'Habitat que les populations du boulevard, vous êtes avertis, vous avez été indemnisés, vous avez eu 2 semaines de délai, libérez les lieux parce que lorsque nous viendrons casser. Au moins, s'il reste là, l'État aura raison de dire non, nous avons communiqué, nous avons bien communiqué, on a mentionné qu'il fallait 2 semaines pour vous de quitter le lieu, vous vous êtes entêté, on ne fait qu'agir. Et là, personne ne va reprocher quoi que ce soit à l'État. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit aujourd'hui la communication est le 4e pouvoir. Il faut savoir communiquer. Voilà pourquoi aussi Global Consulting invite tous ces différents ministères-là à se joindre peut-être à nous pour une meilleure communication, pour une meilleure peut-être promotion de leurs activités ministérielles, pour à la prochaine éviter ce genre de situation. Ben, c'était un sujet quand même assez tranchant parce que depuis Feu Omar Bongo Ondimba est sorti un article au journal officiel qui annonçait l'utilité publique de cette zone-là. Depuis Omar Bongo. Donc,
jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près une quinzaine d'années, pour ne pas dire une vingtaine d'années quand même. Alors, j'ai bien lu ce texte déposé au Grand Journal, je l'ai lu. Il faut comprendre aujourd'hui que la population gabonaise a un problème. Le problème, c'est est-ce que l'État a urbanisé les terres? C'est la question qu'on doit se poser. Construire, c'est bien. Je dis construire, c'est bien. Ce n'est pas mauvais le développement d'un pays. Mais est-ce que l'urbanisation a été l'État au Gabon? Je vais vous donner quelque chose, je vais partager avec vous quelque chose. Au Gabon, ce sont les populations qui désengorgent l'espace où ils habitent. C'est-à-dire, ils arrivent à un endroit, ils développent eux-mêmes, ils construisent, et après, les gens se logent, même si ce n'était pas urbanisé. C'est la population qui urbanise les villes ici au Gabon. Moi, je l'ai vu. Tel que en Zayon, vous avez Montalier, qui est un exemple de tout le monde. Même d'ailleurs aussi la commune d'Akanda. La commune d'Akanda. Donc, c'est pour vous dire que l'État aujourd'hui n'a pas un plan d'urbanisation. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens sont mal logés. Prenez le cas des PK. Lorsque vous quittez le PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, est-ce que vous voyez ce désordre-là? Parce que l'État n'a pas un plan d'urbanisation. Et pourtant, chez les autres, ça s'est fait. Mais pourtant, il existe des cartes. Des cartes géographiques définissant les quartiers, les villes de la capitale. Monsieur Teddy, vous parlez aujourd'hui des cartes. Vous avez le cadastre, que je dirais qu'il ne fait quasiment rien comme travail ici au Gabon. Parce que, vous savez, parler c'est bien, mais agir c'est autre chose. Le cadastre, aujourd'hui, comme disait notre frère comédien, tout est à refaire. Tout est à refaire. Le cadastre est à refaire. Le ministre de l'Habitat est à refaire. L'ANUTTC est à refaire. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces populations. Aujourd'hui, on vous dit aujourd'hui, vous avez un titre foncier. N'est-ce pas? Demain, soi-disant, Libanais arrive, il vous dit le terrain l'appartient. Comment ça se fait que dans un pays de droit, aujourd'hui, des étrangers se retrouvent avec des titres fonciers, alors qu'il y a un article qui promulgue dans le journal officiel même de notre pays qui dit qu'il est interdit de vendre les terres aux étrangers. Mais comment ça se fait que des étrangers ont des titres fonciers? Comment ça se fait aujourd'hui? Et vous allez voir que tout ce désordre-là entraîne tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai, ces populations ont été chassées. C'est bien, on va reconstruire, c'est beau, mais je dirais qu'à la longue, il ne faut plus arriver là. Il faut faire les choses mieux. Et pour arriver mieux, il faut aujourd'hui désengorger le ministre de l'Habitat. Donc oui, il faut désengorger le ministère le ministère de l'Habitat. Et donc là, les populations donc du Guégué, vivant au Guégué, sont aussi invitées donc à prendre leur disposition. C'est un élément qui a été décrypté hier par monsieur Ayrton Senna. Ils ont été donc dédommagés pour la plupart. Certains, ça fait 2 ans, 3 ans même, selon les sources proches. Donc vous êtes aussi déjà invités à partir pour ne pas vivre la situation de Plein-Oreti ou de derrière l'Assemblée. Donc nous parlons construction et le chef de l'État, l'une des décisions fortes qu'il a prises lors de cet entretien avec l'ANUTTC et puis le Conseil économique, social et environnemental, c'était qu'il fallait l'ouverture d'une enquête. Il a ordonné, sous un ton militaire, l'ouverture d'une enquête pour déceler, bien évidemment, les présupposés titres fonciers que possèdent certains citoyens à cet endroit-là. Et donc là, monsieur Juste Dengue, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Cette enquête, elle a point nommé? Permettez-moi de rire. Hein? En fait, je ris pas parce que ce que vous dites n'est pas bien, mais je ris tout simplement parce que je me dis que parfois on est dans un pays où tu as l'air d'être dans un amphithéâtre. C'est-à-dire, vous êtes là, et il y a un comédien, et vous vous mettez à rire. Tout simplement, l'enquête est ouverte contre qui? C'est la question qu'il faut se poser. Entre le ministère de l'Habitat ou l'ANUTTC, c'est la question qu'on se pose. Parce que si le chef de l'État dit aujourd'hui qu'il faut ouvrir une enquête, bien sûr, ouvrir une enquête c'est bien. Peut-être dire qui a octroyé ces titres fonciers à ces personnes-là. Parce que lorsque un territoire est dit occupation par l'État, ou bien cette bâtisse-là était un endroit public appartenant aux plus hautes autorités de notre pays, mais pourquoi encore l'ANUTTC octroyer encore des titres fonciers à une personne qui sait très bien que ce territoire-là ne l'appartient plus? Donc là, l'ANUTTC a failli à son devoir. Mais bien sûr. Et maintenant, il faut comprendre pourquoi. Parce que lorsque nous regardons un peu la situation des gens du boulevard, on dit que l'Assemblée nationale qui existe là
derrière, il devait avoir une cité. N'est-ce pas? Oui. Et que l'État devait construire. Et qu'en 97, ces gens ont été dédommagés. Mais la plus grande question que nous nous posons aujourd'hui, comment ont-ils fait pour revenir? Parce que dans les commentaires, moi je suis un frère, un journaliste, M. Kennedy Ondo, qui dit ceci, que sa mère, qui habite les boulevards, n'a jamais perçu un seul franc. Mais il y a d'autres qui vous disent qu'ils ont reçu de l'argent, ils sont partis à Oungo s'installer. D'autres sont revenus. Alors, est-ce que c'est ceux qui sont partis, qui ont vendu encore des terres à ces populations qui sont revenues là? Ou comment ça s'est passé? Parce que c'est la question qu'on on se pose. D'où la nécessité de l'ouverture de cette enquête. Voilà. Et s'il faut ouvrir aujourd'hui une enquête, je pense que c'est contre la NUTTC ou le cadastre. Et donc là, quand même, on a envie de savoir, la NUTTC, connaissant que ce domaine est déclaré d'utilité publique, comment expliquer le fait que la NUTTC peut encore délivrer des titres fonciers aux citoyens dans cette zone déclarée d'utilité publique? Tout simplement parce que c'est une preuve de mauvaise foi, il faut le dire. Aujourd'hui, l'administration gabonaise est lente. Je vous dis la vérité, l'administration gabonaise ne fonctionne pas. Parce que si l'administration gabonaise fonctionnait, on ne devait pas avoir ce temps de retard au développement de notre pays. Que ce soit sur les... Voilà pourquoi aujourd'hui on dit il faut commencer par changer les mentalités. Je vous prends un exemple. Moi, j'arrive dans un ministère à 8h ou 9h. On me dit le travail commence à 7h30. J'arrive à 9h30, même le directeur du ministère N'est pas présent. ou de l'institution publique n'est pas là. Vous comprenez que c'est un problème. Il y a d'autres qui arrivent même à 10h, 11h. Allez à la mairie de Nombakele. Je ne parle que de celle-là pour aller légaliser un papier. Au fait, vous posez la question de savoir que est-ce que nous sommes dans un établissement où les gens perçoivent de l'argent de l'État? Chacun fait comme il veut. D'accord. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il faut redresser l'administration publique. Et pour redresser l'administration publique, il faut commencer à taper du poing sur la table. Il faut agir. Parce que si on veut construire aujourd'hui une 5e république, il faut la construire avec des gens qui veulent travailler pour le pays, qui veulent que les choses changent, qui veulent que le pays développe. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les populations gabonaises ont un problème aujourd'hui. Le problème, c'est lequel? Aujourd'hui, nous sommes sur un régime présidentiel. Il faut rappeler ça aux populations. Peut-être qu'on ne comprend pas la teneur du régime. Aujourd'hui, nous sommes sur un régime présidentiel. Le président est chef du gouvernement. Donc aujourd'hui, s'il y a un problème, la population ne va plus se tourner vers le Premier ministre en disant que non, c'est le Premier ministre qui est responsable. Non, tout de suite, c'est le président de la République qui est responsable. Voilà pourquoi vous avez vu que les populations des Plénoreti, Boulevard, se sont adressées au chef de l'État en disant, Monsieur le Président, regardez comment nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il incarne aujourd'hui l'autorité gouvernementale. Donc ça veut dire que s'il y a un problème aujourd'hui, c'est le président de la République. Ce n'est pas le vice-président, je vais dire comme ça, le vice... Premier ministre aujourd'hui. Vice-président le vice-président de la République. Du gouvernement. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Et là, il faut faire très très attention. Donc, si le président veut travailler aujourd'hui, sur ses 7 ans de magistère aujourd'hui, il doit aujourd'hui travailler avec des gens qui veulent l'accompagner et qui veulent l'accompagner dans le développement. Voilà pourquoi aujourd'hui l'enquête va être ouverte, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, commençons déjà par nettoyer la NUTTC, par nettoyer le cadastre, par nettoyer le ministère de l'Habitat, lui donner encore plus des avantages pour mieux travailler et pour mieux être outillé pour que les populations gabonaises puissent vivre décemment dans leur pays. Très bien. Donc, au-delà de ces critiques avisées, il sied de rappeler que le chef de l'État a pris la résolution, sinon la décision, de pouvoir reloger de manière dignement les personnes qui possèdent des titres fonciers dans les zones où il y a eu déguerpissement et destruction des habitats. Donc, ceux qui ont des titres fonciers, vous pouvez dormir sur vos lauriers parce que le chef de l'État va vous reloger de manière dignement. Donc nous vous disons merci Monsieur Juste Dengue pour ses conseils et ses critiques avisées. Nous marquons cette petite pause avant de trouver Suzanne avec ses astuces et bons plans. Nous marquons cette pause avec la question du jour. Elle est la suivante. Quelle serait votre réaction si votre conjointe vous avoue que vous n'êtes pas le géniteur de vos enfants? Les tentatives de réponse avec ce micro-trottoir de Shinobin Ngwang et de Mbeng Diarra. Regardons. Alors la relation prendra fin sur place. La séparation est l'une des solutions. Et je vais accepter, je vais prendre ses enfants comme si c'était les miens. Je trouverai un moyen pour cesser la relation. Si mon épouse m'avouait que je n'étais pas le géniteur de mes enfants,
alors la relation prendrait fin sur place. Tout s'arrêterait sur place. Parce que j'estime que tout aurait été bâti sur un tissu de mensonge et une relation ne s'établit pas sur un mensonge. Donc sur place, tout s'arrête. Si je les mets au départ, moi personnellement, je vais accepter, je vais prendre ces enfants comme si c'était les miens, parce qu'il y a deux manières d'être père. Par le moyen, par être toi-même le propre géniteur, ou bien par être le père adoptif. Donc si je n'ai pas pu être le père géniteur, mais au moins je suis le père adoptif. Donc je vais continuer à élever ces enfants. Maintenant, sauf si la maman décide qu'elle n'est pas avec les enfants, donc, ou bien le père veut récupérer ses enfants, je vais les laisser partir. Mais de mon cas, je vais les garder toujours. Parce qu'il y a deux... Bon, pour moi, je vais voir ça comme une sorte de trahison. Elle ne m'a pas fait confiance pour me dire ça au préalable. Sinon, face à cette situation, vraiment, c'est vraiment compliqué. En un mot aussi, c'est moi. Vraiment, la séparation est l'une des solutions. Parce que pour moi, ce n'est pas une femme digne. Elle n'a pas su avoir confiance en moi. C'est ça. Pour moi, c'est comme une sorte de trahison. Ça c'est une question assez complexe. Ben, si je ne me reproche de rien, je sais que je n'ai pas été malhonnête avec cette dernière. Ben, les enfants, un enfant ne demande pas à venir au monde. Je garderai mes enfants et cette dernière, ben, je trouverai un moyen pour cesser la relation. Mais je garderai mes enfants, ce qui est sûr. Ça, c'est si de mon cœur, je sais que je n'ai pas été malhonnête avec elle. Sincèrement, c'est ce que je ferai. Deuxième partie de notre émission, Focus People, et nous sommes avec Suzanne dans ses astuces et bons plans. Suzanne, bonjour. Bonjour Teddy. Bienvenue. Bien, merci. Eh bien, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme astuces et bons plans? Aujourd'hui, sur le sujet société, nous allons parler, on va fixer nos regards sur les mères célibataires et jeunes. Ensuite, on va aller au bon plan du côté de Mouila et Makoko. Très bien. Alors, nombreux sont les jeunes hommes, excusez-moi, bon, excuse-moi Teddy. Nombreux sont les jeunes hommes qui fuient leurs responsabilités de père, souvent par peur, immaturité ou manque d'encadrement. Mais fuir ne résout rien. L'enfant, lui, il existe et il a besoin d'un père, autant qu'une mère. Je vais d'abord redéfinir la phrase mère célibataire. Une célibataire, c'est une femme qui n'est pas mariée légalement ou traditionnellement. Lorsqu'elle devient mère, on parle alors de mère célibataire. Une jeune femme qui assume seule la responsabilité de son ou ses enfants, son conjoint officiel pour l'accompagner. Alors Teddy, j'ai une question pour toi. Je peux? Son conjoint officiel. Oui, Ça veut dire donc que si monsieur Miyindou se met avec une fille, ils font un enfant, il assiste, elle est mère célibataire. Non, oui, elle est mère célibataire. Et moi, je soutiens aux besoins de l'enfant, elle est toujours mère célibataire. Si vous faites un enfant avec une femme, n'est-ce pas, et vous l'abandonnez, elle est responsable de tout ce qui concerne l'enfant, l'éducation, la santé, le génorie, elle devient une mère célibataire. Okay. Alors ma question pour toi est pourquoi certains hommes pensent-ils qu'un enfant est la responsabilité exclusive de la mère, alors qu'ils sont tous deux géniteurs de cet enfant? Non, ça c'est une question qui a deux volets et elle est notamment posée peut-être en fonction des affects des individus. Mais je pense que l'enfant appartient aux deux parents et les deux parents se doivent de s'investir pour le bien-être de cet enfant. Fort est de constater que de nos jours, pendant que la mère se bat chaque jour pour nourrir, soigner, éduquer un enfant qu'elle a conçu avec un homme, lui il vit sa vie. Il sort, il s'amuse, il enchaîne des copines comme si rien n'était, aucun appel, aucun message, rien. Mais quel homme, en fait, quel homme abandonne son propre sang pendant qu'il fait la fête ailleurs? Quel homme? Non, mais c'est aussi important, il faut relativiser. Quel genre de femme aussi décide donc de détourner les fonds envoyés par l'homme pour élever l'enfant, pour faire des tontines, pour acheter des sacs, pour acheter des robes, pour faire la java dans les boîtes de nuit? Que dire aussi de ces femmes?
Non, je ne pense pas qu'une mère célibataire, je dis, on parle bien des femmes célibataires. Je ne pense pas qu'une femme célibataire, sachant que son enfant n'a pas de couche, n'a pas de lait, n'a rien à manger, va utiliser l'argent que le papa envoie pour faire la fête ou acheter des perruques ou des sacs comme tu le dis. Bah, mais ça existe dans l'Ivoire. Ça peut exister si l'enfant ne reste pas avec la mère et que les parents s'en occupent. Ça, c'est un cas à part. Mais nous ne changeons pas du sujet. Nous sommes sur le fait que les hommes sont irresponsables. D'accord. Voilà. J'aimerais simplement que les torts soient partagés, c'est tout. Pourquoi tu veux partager les torts? Nous sommes d'accord que de nos jours, les hommes abandonnent leurs enfants comme s'ils n'avaient pas de... Comme s'ils n'étaient pas les pères, en fait. Nous sommes d'accord que vous êtes là. On va demander à un homme, tu as combien d'enfants? Il va dire, j'ai 4 enfants, les 4 des mères célibataires. Mais lorsqu'on dit à une femme, tu as combien d'enfants? Et qu'elle dit, j'ai 3 enfants de pères différents. Tout de suite, on se dit, ouais, c'est une fille légère, c'est une fille facile. Mais on ne voit pas le fait qu'il y a des hommes derrière. En fait, on ne voit pas qu'il y a des hommes derrière cette appellation de mère célibataire. Il y a des hommes qui abandonnent leurs enfants. Moi, je pense que si je fais l'enfant avec un homme, si j'étais un homme, si je fais l'enfant avec une femme, je vais rester avec cette femme jusqu'à la fin. Même si elle est impolie, même si elle est comme quand on a fait un enfant, on doit rester ensemble jusqu'à la fin. Bah, de temps en temps. Pour le bien des enfants. Ouais, de temps en temps, il faut se mettre à l'idée qu'il y a l'idéal et il y a la réalité par moment. Et donc, l'idéal, c'est que je sois avec la fille avec qui on a fait l'enfant, mais la réalité peut nous amener à vivre autre chose. Je me demande si ces hommes, des fois, ils s'asseyent, ils se posent la question, quelles sont les confrontations que la fille avec qui j'ai fait l'enfant en vie, en fait, vit. Quelles sont les confrontations? Vous savez, les mères célibataires peuvent être confrontées à des défis tels que la difficulté financière, le manque de temps et de soutien et la lutte pour concilier travail et famille. Mais l'homme, lui, pendant ce temps, je répète et je redis encore, pendant ce temps, il fait l'Ajax, il a beaucoup de copines, il fait la fête avec son argent, il fait comme s'il n'a pas d'enfant. D'accord. J'espère que Suzanne reviendra sur ce sujet pour défendre aussi maintenant les hommes célibataires et qui élèvent leurs enfants tout seuls. Qu'est-ce que nous avons donc comme bon plan aujourd'hui? Bon, comme conclusion d'abord, on ne choisit pas toujours de devenir parent. Mais une fois que la vie est là, ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Acceptez et prenez soin de l'enfant et de la femme. Parce que lorsque vous faites l'enfant avec une femme, vous mettez sa vie en danger. Et je te dis, excuse-moi, quand je parle de mères célibataires, ça me fait toujours rire. Parce que les hommes sont 100% responsables. Et je me dis qu'ils ne vont jamais prendre la charge, en fait. Ils ne vont jamais s'en occuper. Tellement vous êtes des irresponsables. Bref, on va aller au bon plan. Alors, pour notre bon plan cette semaine, on va aller du côté de Mouila et Makoko, comme j'ai dit. Du côté de Makoko, du 8 au 23 août 2025, cap sur le stade municipal Alexandre Samba pour la 2e édition de la Coupe de la Fraternité. Organisée par l'association Initiative 6, cette compétition réunit les clubs emblématiques de la région. D'accord. L'entrée est libre, donc allez-y supporter vos équipes. Du côté de Mouila, nous avons la White Party. Le terminus, qui est un bar, qui est un snack, je pense bien, réputé déjà, fête ses 1 an le 14 juin. Donc, le 14 juin, tu oublies tout, tu sors ta tenue blanche la plus stylée. Oui, ce samedi. Tu sors ta tenue blanche la plus stylée. Le terminus de Mouila fête son premier anniversaire avec une White Party explosive. Nous avons sur scène les artistes invités, bien sûr. Nous avons la voix envoûtante Emma. Nous avons le Dr Love Singila. Nous avons l'énergie pure, Orpheus Doliprane. Et aussi la présence lumineuse de Laël. Une ambiance de folie, des performances en live. Une seule date, le 14 juin 2025. Les passes sont disponibles du côté d'Akonda et de Mouila. Le pass, il est à 15 000 francs. Nous avons aussi des salons, 7 places, des salons qui varient de 200 à 300 000. Vous pouvez réserver au 077 88 39 85. Je réitère, 077 88 39 85. Alors, t'es dit, j'ai fini?
Bien, c'est sur cette note d'invitation que prend fin notre émission du jour. Mais avant de nous séparer, regardons ensemble le mot du jour. Le mot du jour, c'est bohème. Bohème. Bohème est un terme utilisé pour désigner celui ou celle qui vit le jour le jour. En marge de du conformisme social, il est aussi désigné comme étant une personne qui ne se soucie pas de faire une carrière. Donc nous vous invitons à prévoir votre vie, à anticiper, à faire des plannings afin que vous ne viviez plus le jour le jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à ce 13h. Nous vous disons à demain s'il plaît à Dieu. Entre-temps, que Dieu bénisse le Gabon et qu'il vous bénisse aussi.